Traité sur la tolérance de Voltaire. Traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas, 1763. Chapitre 1er. Histoire abrégée de la mort de Jean Calas. Le meurtre de Calas, commis dans Toulouse avec le glaive de la justice, le 9 mars 1762, est un des plus singuliers événements qui méritent l'attention de notre âge et de la prospérité. On oublie bientôt cette foule de morts qui a péri dans des batailles sans nombre, non seulement parce que c'est la fatalité inévitable de la guerre, mais parce que ceux qui meurent par le sort des armes pouvaient aussi donner la mort à leurs ennemis et n'ont point péri sans se défendre. Là où le danger et l'avantage sont égaux, l'étonnement cesse, et la pitié même s'affaiblit. Mais si un père de famille innocent est tué aux mains de l'erreur, ou de la passion, ou du fanatisme, si l'accusé n'a de défense que sa vertu, si les arbitres de sa vie n'ont à risquer en l'égorgeant que de se tromper, s'ils peuvent tuer impunément par un arrêt, alors le cri public s'élève. Chacun craint pour soi-même. On voit que personne n'est en sûreté de sa vie, devant un tribunal érigé pour veiller sur la vie des citoyens, et toutes les voix se réunissent pour demander vengeance. Il s'agissait dans cette étrange affaire de religion, de suicide, de parricide. Il s'agissait de savoir si un père et une mère avaient étranglé leur fils pour plaire à Dieu, si un frère avait étranglé son frère, si un ami avait étranglé son ami, et si les juges avaient à se reprocher d'avoir fait mourir sur la roue un père innocent ou d'avoir épargné une mère, un frère, un ami coupable. Jean Calas, âgé de 68 ans, exerçait la profession de négociante à Toulouse depuis plus de 40 années et était reconnu de tous ceux qui ont vécu avec lui pour un bon père. Il était protestant, ainsi que sa femme et tous ses enfants, excepté un, qui avait abjuré l'hérésie, et à qui le père faisait une petite pension. Il paraissait si éloigné de cet absurde fanatisme qui rompte tous les liens de la société qu'il approuva la conversion de son fils Louis Scala, et qu'il avait depuis 30 ans chez lui une servante zélée catholique, laquelle avait élevé tous ses enfants. Un des fils de Jean Calas, nommé Marc-Antoine, était un homme de lettres. Il passait pour un esprit inquiet, sombre et violent. Ce jeune homme, ne pouvant réussir ni à entrer dans le négoce, auquel il n'était pas propre, ni à être reçu avocat, parce qu'il fallait des certificats de catholicité qu'il ne put obtenir, résolut de finir sa vie et fit pressentir ce dessein à un de ses amis. Il se confirma dans sa résolution par la lecture de tout ce qu'on n'a jamais écrit sur le suicide. Enfin, un jour, ayant perdu son argent au jeu, il choisit ce jour-là pour exécuter son dessein. Un ami de sa famille et le sien, nommé Lavesse, jeune homme de 19 ans, connu par la candeur et la douceur de ses mœurs, fils d'un avocat célèbre de Toulouse, était arrivé de Bordeaux la veille. Il soupa par hasard chez les Calas. Le père, la mère, Marc-Antoine, leur fils aîné, Pierre, leur second fils, mangèrent ensemble. Après le souper, on se retira dans un petit salon. Marc-Antoine disparut. Enfin, lorsque le jeune Lavesse voulut partir, Pierre Calas et lui, étant descendus, trouvèrent en bas, auprès du magasin, Marc-Antoine en chemise, pendu à une porte, et son habit plié sur le comptoir. Sa chemise n'était pas seulement dérangée,
Ses cheveux étaient bien peignés. Il n'avait sur le corps aucune plaie, aucune meurtrissure. On passe ici tous les détails dont les avocats ont rendu compte. On ne décrira point la douleur et le désespoir du père et de la mère. Leurs cris furent entendus des voisins. Lavesse et Pierre Cala, hors d'eux-mêmes, coururent chercher des chirurgiens et la justice. Pendant qu'ils s'acquittaient de ce devoir, pendant que le père et la mère étaient dans les sanglots et dans les larmes, le peuple de Toulouse s'attroupa autour de la maison. Ce peuple est superstitieux et emporté. Il regarde comme des monstres ses frères qui ne sont pas de la même religion que lui. C'est à Toulouse qu'on remercia Dieu solennellement de la mort de Henri III, et qu'on fit serment d'égorger le premier roi qui parlerait de reconnaître le grand, le bon Henri IV. Cette ville solennise encore tous les ans, par une procession et par des feux de joie, le jour où elle massacra 4000 citoyens hérétiques, il y a 2 siècles. En vain, 6 arrêts du Conseil ont défendu cette odieuse fête. Les Toulousains l'ont toujours célébrée comme les Jeux floraux. Quelque fanatique de la populace s'écria que Jean Calas avait pendu son propre fils Marc-Antoine. Ce cri répété fut unanime en un moment. D'autres ajoutèrent que la mort devait le lendemain faire abjuration, que sa famille et le jeune Lavesse l'avaient étranglé par haine contre la religion catholique. Le moment d'après, on n'en douta plus. Toute la ville fut persuadée que c'est un point de religion chez les protestants qu'un père et une mère doivent assassiner leur fils dès qu'il veut se convertir. Les esprits, une fois émus, ne s'arrêtèrent point. On imagina que les protestants du Languedoc s'étaient assemblés la veille, qu'ils avaient choisi, à la pluralité des voix, un bourreau de la secte, que le choix était tombé sur le jeune Lavesse, que ce jeune homme, en 24 heures, avait reçu la nouvelle de son élection et était arrivé de Bordeaux pour aider Jean Calas, sa femme et leur fils Pierre à étrangler un ami, un fils, un frère. Le sieur David, capitoul de Toulouse, excité par ces rumeurs et voulant se faire valoir par une prompte exécution, fit une procédure contre les règles et les ordonnances. La famille Calas, la servante catholique, Lavesse, furent mis au fer. On publia un monitoire non moins vicieux que la procédure. On alla plus loin. Marc-Antoine Calas était mort calviniste, et s'il avait attenté sur lui-même, il devait être traîné sur la claie. On l'inhuma avec la plus grande pompe dans l'église Saint-Étienne, malgré le curé, qui protestait contre cette profanation. Il y a dans le Languedoc 4 confréries de pénitents. La blanche, la bleue, la grise et la noire. Les confrères portent un long capuce, avec un masque de drap percé de 2 trous pour laisser la vue libre. Ils ont voulu engager monsieur le duc de Fitzjam, commandant de la province, à entrer dans leur corps, et il les a refusés. Les confrères blancs firent à Marc-Antoine Calas un service solennel, comme à un martyr. Jamais aucune église ne célébra la fête d'un martyr véritable avec plus de pompe. Mais cette pompe fut terrible. On avait élevé au-dessus d'un magnifique catafalque un squelette qu'on faisait mouvoir et qui représentait Marc-Antoine Calas, tenant d'une main une palme et de l'autre la plume dont il devait signer l'abjuration de l'hérésie, et qui écrivait en effet l'arrêt de mort de son père. Alors, il ne manqua plus au malheureux qui avait attenté sur soi-même que la canonisation. Tout le peuple le regardait comme un saint. Quelques-uns l'invoquaient, d'autres allaient prier sur sa tombe, d'autres lui demandaient des miracles, d'autres racontaient ceux qu'il avait faits. Un moine lui arracha quelques dents pour avoir des reliques durables. Une dévote, un peu sourde, dit qu'elle avait entendu le son des cloches. Un prêtre, apoplectique, fut guéri après avoir pris de l'émétique. On dressa des verbaux de ces prodiges. Celui qui écrit cette relation possède une attestation qu'un jeune homme de Toulouse est devenu fou pour avoir prié plusieurs nuits sur le tombeau du nouveau saint
et pour n'avoir pu obtenir un miracle qu'il implorait. Quelques magistrats étaient de la confrérie des pénitents blancs. Dès ce moment, la mort de Jean Calas parut infaillible. Ce qui surtout prépara son supplice, ce fut l'approche de cette fête singulière que les Toulousains célèbrent tous les ans en mémoire d'un massacre de 4000 huguenots. L'année 1762 était l'année séculaire. On dressait dans la ville l'appareil de cette solennité. Cela même allumait encore l'imagination échauffée du peuple. On disait publiquement que l'échafaud sur lequel on rouerait les Calas serait le plus grand ornement de la fête. On disait que la Providence amenait elle-même ses victimes pour être sacrifiées à notre sainte religion. 20 personnes ont entendu ce discours, et de plus violents encore. Et c'est de nos jours. Et c'est dans un temps où la philosophie a fait tant de progrès. Et c'est lorsque 100 académies écrivent pour inspirer la douceur des mœurs. Il semble que le fanatisme, indigné depuis peu des succès de la raison, se débatte sous elle avec plus de rage. 13 juges s'assemblèrent tous les jours pour terminer le procès. On ne pouvait avoir aucune preuve contre la famille. Mais la religion trompée tenait lieu de preuve. 6 juges persistèrent longtemps à condamner Jean Calas, son fils et Lavesse à la roue, et la femme de Jean Calas au bûcher. 7 autres, plus modérés, voulaient au moins qu'on examinât. Les débats furent réitérés et longs. Un des juges, convaincu de l'innocence des accusés et de l'impossibilité du crime, parla vivement en leur faveur. Il opposa le zèle de l'humanité au zèle de la sévérité. Il devint l'avocat public des Calas dans toutes les maisons de Toulouse, où les cris continuels de la religion abusée demandaient le sang de ces infortunés. Un autre juge, connu par sa violence, parlait dans la ville avec autant d'emportement contre les Calas que le premier montrait d'empressement à les défendre. Enfin, l'éclat fut si grand qu'ils furent obligés de se récuser l'un et l'autre. Ils se retirèrent à la campagne. Mais, par un malheur étrange, le juge favorable aux Calas eut la délicatesse de persister dans sa récusation, et l'autre revint donner sa voix contre ceux qui ne devaient point juger. Ce fut cette voix qui forma la condamnation à la roue, car il n'y eut que 8 voix contre 5, un des 6 juges opposés ayant à la fin, après bien des contestations, passé au parti le plus sévère. Il semble que, quand il s'agit d'un parricide et de livrer un père de famille au plus affreux supplice, le jugement devait être unanime, parce que les preuves d'un crime si inouï devraient être d'une évidence sensible à tout le monde. Le moindre doute dans un cas pareil doit suffire pour faire trembler un jugement qui va signer un arrêt de mort. La faiblesse de notre raison et l'insuffisance de nos lois se font sentir tous les jours. Mais dans quelle occasion en découvre-t-on mieux la misère que quand la prépondérance d'une seule voix fait rouer un citoyen? Il fallait, dans Athènes, 50 voix au-delà de la moitié pour oser prononcer un jugement de mort. Qu'en résulte-t-il? Ce que nous savons très inutilement, que les Grecs étaient plus sages et plus humains que nous. Il paraissait impossible que Jean Calas, vieillard de 68 ans, qui avait depuis longtemps les jambes enflées et faibles, eût seul étranglé et pendu un fils âgé de 28 ans, qui était d'une force au-dessus de l'ordinaire. Il fallait absolument qu'il eût été assisté dans cette exécution par sa femme, par son fils Pierre Calas, par Lavesse et par la servante. Il ne s'était pas quitté un seul moment le soir de cette fatale aventure. Mais cette supposition était encore aussi absurde que l'autre, car comment une servante zélée catholique aurait-elle pu souffrir que des huguenots assassinassent un jeune homme élevé par elle pour le punir d'aimer la religion de cette servante? Comment Lavesse serait-il venu exprès de Bordeaux pour étrangler son ami dont il ignorait la conversion prétendue? Comment une mère tendre aurait-elle mis les mains sur son fils? Comment tous ensemble auraient-ils pu étrangler un jeune homme aussi robuste que tous,
sans un combat long et violent, sans des cris affreux qui auraient appelé tout le voisinage, sans des coups réitérés, sans les meurtrissures, sans les habits déchirés. Il était évident que si le parricide avait pu être commis, tous les accusés étaient également coupables, parce qu'ils ne s'étaient pas quittés d'un moment. Il était évident qu'ils ne l'étaient pas. Il était évident que le père seul ne pouvait l'être, et cependant l'arrêt condamna ce père seul à expirer sur la roue. Le motif de l'arrêt était aussi inconcevable que tout le reste. Les juges qui étaient décidés pour le supplice de Jean Calas persuadèrent aux autres que ce vieillard faible ne pourrait résister au tourment, et qu'il avouerait sous les coups des bourreaux son crime et celui de ses complices. Ils furent confondus quand ce vieillard, en mourant sur la roue, prit Dieu à témoin de son innocence et le conjura de pardonner à ses juges. Ils furent obligés de rendre un second arrêt contradictoire avec le premier, d'élargir la mère, son fils, Pierre, le jeune Lavesse et la servante. Mais un des conseillers leur ayant fait sentir que cet arrêt démentait l'autre, qu'ils se condamnaient eux-mêmes, que tous les accusés ayant toujours été ensemble dans le temps qu'on supposait le parricide, l'élargissement de tous les survivants prouvait invinciblement l'innocence du père de famille exécuté. Ils prirent alors le parti de bannir Pierre Calas, son fils. Ce bannissement semblait aussi inconséquent, aussi absurde que tout le reste, car Pierre Calas était coupable ou innocent du parricide. S'il était coupable, il fallait le rouer comme son père. S'il était innocent, il ne fallait pas le bannir. Mais les juges, effrayés du supplice du père et de la piété attendrissante avec laquelle il était mort, imaginèrent de sauver leur honneur en laissant croire qu'il faisait grâce au fils, comme si ce n'eût pas été une prévarication nouvelle de faire grâce, et ils crurent que le bannissement de ce jeune homme pauvre et sans appui, étant sans conséquence, n'était pas une grande injustice après celle qu'ils avaient eu le malheur de commettre. On commença par menacer Pierre Calas dans son cachot, de le traiter comme son père s'il n'abjurait pas sa religion. C'est ce que ce jeune homme atteste par serment. Pierre Calas, en sortant de la ville, rencontra un abbé convertisseur qui le fit rentrer dans Toulouse. On l'enferma dans un couvent de dominicains, et là on le contraignit à remplir toutes les fonctions de la catholicité. C'est en partie ce qu'on voulait, c'était le prix du sang de son père, et la religion qu'on avait cru venger semblait satisfaite. On enleva les filles à la mère, elles furent enfermées dans un couvent. Cette femme, presque arrosée du sang de son mari, ayant tenu son fils aîné mort entre ses bras, voyant l'autre banni, privé de ses filles, dépouillé de tout son bien, était seule dans le monde, sans pain, sans espérance, et mourante de l'excès de son malheur. Quelques personnes, ayant examiné mûrement toutes les circonstances de cette aventure horrible, en furent si frappées qu'elles firent passer la dame Calas, retirée dans une solitude, d'oser venir demander justice au pied du trône. Elle ne pouvait pas alors se soutenir, elle s'éteignait. Et d'ailleurs, étant née anglaise, transplantée dans une province de France dès son jeune âge, le nom seul de la ville de Paris l'effrayait. Elle s'imaginait que la capitale du royaume devait être encore plus barbare que celle du Languedoc. Enfin, le devoir de venger la mémoire de son mari l'emporta sur sa faiblesse. Elle arriva à Paris prête d'expirer. Elle fut étonnée d'y trouver de l'accueil, des secours et des larmes. La raison l'emporte à Paris sur le fanatisme, quelque grand qu'il puisse être, au lieu qu'en province le fanatisme l'emporte presque toujours sur la raison. Monsieur de Beaumont, célèbre avocat du Parlement de Paris, prit d'abord sa défense et dressa une consultation qui fut signée de 15 avocats. Monsieur Loiseau, non moins éloquent, composa un mémoire en faveur de la famille. Monsieur Mariette, avocat au Conseil, dressa une requête juridique qui portait la conviction dans tous les esprits. Ces trois généreux défenseurs des lois et de l'innocence abandonnèrent à la veuve le profit des éditions de leur plaidoyer. Paris et l'Europe entière s'émurent de pitié et demandèrent justice avec cette femme infortunée.
L'arrêt fut prononcé par tout le public, longtemps avant qu'il pût être signé par le Conseil. La pitié pénétra jusqu'au ministère, malgré le torrent continuel des affaires, qui souvent exclut la pitié, et malgré l'habitude de voir des malheureux, qui peut endurcir le cœur encore davantage. On rendit les filles à la mère. On les vit toutes les trois, couvertes d'un crêpe et baignées de larmes, en faire répandre à leur juge. Cependant, cette famille eut encore quelques ennemis, car il s'agissait de religion. Plusieurs personnes qu'on appelle en France dévotes dirent hautement qu'il fallait mieux laisser rouer un vieux calviniste innocent que d'exposer 8 conseillers de Languedoc à convenir qu'ils s'étaient trompés. On se servit même de cette expression « il y a plus de magistrats que de Calas », et on inférait de là que la famille Calas devait être immolée à l'honneur de la magistrature. On ne songeait pas que l'honneur des juges consiste, comme celui des autres hommes, à réparer leurs fautes. On ne croit pas en France que le pape, assisté de ses cardinaux, soit infaillible. On pourrait croire de même que les 8 juges de Toulouse ne le sont pas. Tout le reste des gens sensés et désintéressés disaient que l'arrêt de Toulouse serait cassé dans toute l'Europe, quand même des considérations particulières empêcheraient qu'il fût cassé dans le Conseil. Tel était l'état de cette étonnante aventure, lorsqu'elle a fait naître à des personnes impartiales, mais sensibles, le dessein de présenter au public quelques réflexions sur la tolérance, sur l'indulgence, sur la commisération, que l'abbé Houteville appelle « dogme monstrueux » dans sa déclamation ampoulée et erronée sur des faits, et que la raison appelle l'apanage de la nature. Ou des juges de Toulouse, entraînés par le fanatisme de la populace, ont fait rouer un père de famille innocent, ce qui est sans exemple. Ou ce père de famille et sa femme ont étranglé leur fils aîné, aidé dans ce parricide par un autre fils et par un ami, ce qui n'est pas dans la nature. Dans l'un et dans l'autre cas, l'abus de la religion la plus sainte a produit un grand crime. Il est donc de l'intérêt du genre humain d'examiner si la religion doit être charitable ou barbare.